Yaorana, Kiaora et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour parler de la mémoire. Ensemble, visitons les méandres de notre cerveau qui permettent de nous souvenir de bons ou de mauvais moments avec nos invités. Nous avons Chantal Soukaria Tessier, responsable du Centre de la mémoire du CHPF, Yarana. Yorana, Jacqueline Lyonnais, membre d'honneur de l'association Polynésie Alzheimer. Yorana. Harry Wong, neuropsychologue de Synapse. Bonjour à tous. Et enfin, Kylian Ekouma, patient de l'Institut Synapse. On va commencer déjà par définir qu'est-ce que la mémoire. Hey Harry, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Merci pour la question, Harry. La mémoire, de manière globale, en fait, c'est un peu le cœur de nos processus d'apprentissage. La mémoire, elle nous permet d'apprendre et de garder en nous des apprentissages de nouvelles connaissances. Alors, on va l'aborder, il y a plein de types de mémoire, mais effectivement, c'est vraiment l'accumulation de connaissances, de souvenirs, de procédures. On parle, par exemple, de la mémoire un peu sensorielle, motrice, mais ouais, le fait d'emmagasiner de nouvelles connaissances. Est-ce que ça fonctionne alors, excuse-moi, j'exagère un petit peu dans l'exemple, mais est-ce que ça fonctionne comme quand tu enregistres quelque chose sur ton ordinateur, tu enregistres tout ça et pam, clé USB? C'est exactement ça, c'est-à-dire que on peut imaginer la mémoire comme si on venait graver une musique sur un CD, et donc toutes ces étapes-là sont des étapes des processus de la mémorisation. Graver la musique, ranger le CD, aller récupérer le CD au bon endroit là où on l'a rangé. Des fois, tu l'as perdu. Exactement. Ben, tout ça, ce sont les processus de mémorisation. D'accord. Bon, on parle de mémoire. Justement, parlons du centre de la mémoire avec Chantal. Qu'est-ce que le centre de la mémoire du CHPF? Alors, ce centre de la mémoire existe depuis octobre 2014. Il permet de regrouper sur une hospitalisation d'une journée, voire une demi-journée, tous les examens essentiels euh, pour faire le diagnostic ou évaluer des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire. Aussi d'écarter d'autres diagnostics qui ne seraient pas des troubles de la mémoire à proprement parler, mais des causes qui sont curables, comme des manques de vitamines, d'autres pathologies. Il se fait donc 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, sur prescription de médecins traitants. Il y a d'abord une prise de sang le matin, suivie d'un bilan neuropsychologique, une IRM cérébrale et une consultation. Et ensuite, je fais un compte rendu au médecin traitant. Alors, quand on parle de mémoire, on a souvent la maladie d'Alzheimer qui nous vient tout de suite en tête. Quand on parle de troubles de la mémoire, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, l'Alzheimer? Alors, c'est effectivement la cause la plus fréquente, qui a différentes étiologies possibles aussi, mais c'est une pathologie qui est neurodégénérative, c'est-à-dire une dégénérescence des neurones, dont la cause est l'accumulation de protéines qui se placent entre les synapses, de dégénérescence neurofilamentaire qui altère toute l'organisation du système. En parlant d'Alzheimer, Jacqueline, tu es membre d'honneur de l'association Polynésie Alzheimer. Quel est le but de cette association? Alors, cette association a été créée en 1993, donc elle a bientôt 11 ans d'existence. Elle a été créée dans le but d'accompagner des personnes malades, mais surtout des familles qui sont impactées directement par la maladie d'un proche. Et on s'est aperçu qu'elle devait développer d'autres missions que d'accompagner les personnes malades. C'est surtout une mission de sensibilisation du grand public à cette maladie. Et surtout un travail de sensibilisation des pouvoirs publics pour accompagner les familles, pour mettre en place des mesures d'accompagnement spécifiques, mais également globales. Et parce que ces personnes malades vont avoir des besoins d'accompagnement très importants au fil de leur maladie, puisqu'ils vont perdre toute leur capacité à vivre le quotidien seuls. Donc, ils vont avoir des problèmes de handicap mentaux, handicap psychique et physique. Des problèmes d'autonomie en général aussi. Et donc, une grande dépendance qui va arriver inéluctablement au cours de la maladie. Est-ce que tu t'es, comment dire, investi dans cette association parce que tu as eu un vécu? Oui, alors personnellement, j'étais juste membre adhérent la première année et ils cherchaient des nouveaux membres pour mettre en place des projets. Donc en fin 2014, j'ai intégré une nouvelle équipe et nous avons mis en place beaucoup d'activités. On a été accompagnés par l'association de Nouvelle-Calédonie, France Alzheimer Nouvelle-Calédonie, et de leurs formateurs. Donc j'étais responsable de mettre en place une première session de formation des aidants.
Nous avons été accompagnés pour la mise en place de cafés mémoire aussi, pour regrouper des familles et des personnes qui ont besoin d'informations, besoin de rompre l'isolement et surtout d'obtenir des informations concernant la maladie, comment elle arrive, comment voilà, des informations sur l'accompagnement ensuite de leurs proches malades. Et nous avons également dû former des professionnels de l'aide à domicile, de la santé, du social, puisque c'est une maladie qui va toucher finalement, qui va concerner des personnes malades et leurs proches, mais aussi toute la société. On y reviendra justement. On termine notre tour de table avec Kylian. Tu pourrais nous partager ton expérience personnelle avec les troubles de la mémoire? Bon alors pour faire un petit résumé, moi il y a à peu près 1 an, j'ai commencé à avoir des problèmes de vision et donc c'est comme ça que j'ai pris un rendez-vous chez l'ophtalmo en début d'année. L'ophtalmo, il m'a tout de suite, redirigé vers, le CHPF, je crois. En fait, j'avais une tumeur au niveau du cerveau, au niveau de la zone qui, gère la mémoire. D'accord. Donc j'ai été opéré à ce moment-là et depuis qu'on a enlevé cette tumeur, en fait, voilà, c'est là que j'ai eu des problèmes de mémoire et l'expérience, c'est, par exemple, se lever le matin et aller dans la cuisine, prendre son petit déjeuner, dire bonjour à sa maman, mais en fait, tu lui as déjà dit bonjour dans les toilettes. C'est un peu ce genre de vécu. D'accord. C'est radoter, c'est redire des choses que tu as déjà dit, c'est, oublier quelque chose que tu avais prévu de faire, donc moi ma mémoire, c'est surtout la mémoire à court terme qui a été touchée. Donc je me souviens de qui je suis, je me souviens d'où j'habite, etc. C'est vraiment tout ce qui s'est passé il y a 2 minutes, qui je viens de parler, qui je viens de voir, qu'est-ce que j'ai fait hier soir, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin. Toutes ces petites choses-là du quotidien qui font que ça rend le quotidien un petit peu compliqué. Ça a dû être difficile, tu parles du quotidien, mais aussi professionnellement parlant, je suppose, avec tes amis, ta famille? Avec tout le monde, hein, c'est quelque chose qui a touché absolument tous les domaines de ma vie, oui, effectivement, hein, professionnellement, amicalement, oui, oui, ça a chamboulé ma vie. Alors Chantal, on vient de parler de la maladie d'Alzheimer. Juste après, on a parlé d'un trouble de la mémoire qui a été causé par autre chose. Quelles sont les causes les plus courantes d'un trouble de la mémoire? Alors parmi les causes courantes, il y a, le stress, la fatigue, Donc juste le stress et la fatigue, ça peut faire oublier des choses? oui, tout à fait, ouais. D'accord, donc il faut que je me Et repose bien, du coup. voilà. Comment est-ce qu'on Ce sont des troubles qui peuvent se corriger, effectivement. Comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer un trouble de la mémoire? Et beh, c'est tout le bilan, qui va être fait en consultation. Alors, pas forcément au centre de la mémoire, hein, mais surtout, déjà une consultation médicale, une consultation avec le neuropsychologue qui permet d'étayer, de tester les différents types de mémoire et d'aboutir à ça nous arrive aussi de rassurer les gens et de leur dire: «C'est juste du stress, c'est pas une maladie d'Alzheimer». Alors Hiari, est-ce qu'il y a des symptômes à surveiller? Oui, il y a des symptômes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire, elle est un peu influencée par beaucoup de choses. On a parlé du sommeil. Qui dit sommeil dit respiration quand on dort. La mémoire, elle est influencée par nos émotions, du stress, de l'anxiété. Un burn-out va avoir des conséquences, va amener des fragilités sur le plan de la mémorisation. Et donc, oui, les premiers symptômes, dès qu'on commence à avoir des oublis un peu au quotidien, dès que effectivement les gens nous disent qu'on radote beaucoup, qu'on a déjà posé cette question, etc. Oui, il faut essayer de mettre en place quelque chose pour essayer de dépister ces troubles de mémoire et surtout d'essayer de comprendre l'origine de ces troubles parce que des fois, c'est pas une maladie d'Alzheimer, c'est juste qu'il faut dormir un peu plus ou il faut se calmer un peu plus. Ouais. Tu viens d'en parler, il y a le stress, la fatigue, mais est-ce que des facteurs psychologiques comme par exemple une dépression, ça peut jouer aussi sur la mémoire? Oui, une dépression, de l'anxiété, en fait, ça va avoir un impact surtout sur les ressources attentionnelles, la concentration, et la mémoire est très dépendante des ressources attentionnelles parce qu'elle nous permet de nous focaliser sur l'information et ce qui va permettre d'enregistrer en mémoire les informations. Donc oui, l'anxiété, la dépression vont avoir un impact sur l'attention et en cascade sur la mémoire. Docteur Chantal, on est en train de parler de plusieurs éléments qui peuvent causer des troubles de la mémoire, mais c'est plusieurs éléments qui peuvent arriver à n'importe quel âge finalement. Donc Oui, il n'y a tout à pas fait. d'âge à partir duquel on commence à avoir des troubles de la mémoire, ça peut arriver à n'importe quel âge. Tout à fait, oui. C'est Et pour ça que tout l'intérêt d'une consultation, rapidement aussi pour étayer, de trouver la cause. est-ce qu'il y a néanmoins un âge pour lequel il faut quand même être un peu vigilant, pour soi ou pour ses proches d'ailleurs? Alors, il n'y a pas d'âge, proprement parler, enfin, c'est plus fréquent avec le processus de vieillissement et c'est quand même quelque chose qui est en train de se passer en Polynésie où la population est quand même
vieillissante, maintenant, on a de plus en plus de gériatrie, de troubles de la mémoire et aussi de maladies d'Alzheimer. Après, ce qui est difficile aussi, c'est que le patient lui-même ne va pas forcément se rendre en compte, qu'il a des troubles de la mémoire. Ça peut être l'entourage. Donc, c'est aussi l'entourage des fois qui nous amène, les patients directement en consultation. Justement, c'était ma prochaine question. Ouais. Parfois, on a une maladie ou un trouble de la mémoire sans s'en rendre compte. Comment est-ce qu'on fait pour le déceler? Est-ce qu'il y a des dépistages, par exemple? Non, c'est le rôle, de l'entourage, surtout de la Vraiment juste famille de que l'entourage. oui, d'amener, de dire au médecin traitant: «Ça va pas là, il oublie des choses sur le feu, il se trompe, il se perd dans son appartement, dans sa maison, il sort sur la route, il sait plus quoi faire». Mmh. Mmh. Jacqueline, comment est-ce que vous accompagnez, les porteurs des troubles ou les familles, par exemple? Alors, déjà par les activités que nous mettons en place, nous répondons au téléphone déjà. Il y a une permanence téléphonique, assurent, les bénévoles. Tout est fait quasiment bénévolement, à part, les formations. Donc les activités de permanence, permettent, physiques ou téléphoniques, permettent de répondre aux questions. Donc ça peut être des questions concernant le quotidien, comment accompagner un proche. Ça peut être, lors de formations ou de stands d'information. Ça nous arrive de participer à des événements. Donc on tient des stands où on donne des documents. On distribue beaucoup de documents sur, les activités quotidiennes à favoriser chez les personnes malades pour maintenir, justement l'activité intellectuelle, pour, maintenir le plus longtemps possible l'autonomie physique, intellectuelle. On donne Justement, on peut avoir des Ouais. exemples de ces activités? Alors, déjà un patient qui est au tout début de la maladie, qui va poser des questions 3-4 fois, en général, ça va causer de la tension dans l'entourage, avec l'entourage, puisque ça va, questionner l'entourage qui va s'inquiéter. Dit: «Qu'est-ce que tu as? Tu me poses 3 fois la même question, je t'ai déjà répondu». Mmh. L'idée, c'est que dès que l'entourage il se passe quelque chose avec l'entourage, il faut que le patient soit conscient qu'il doit aller voir, le médecin. C'est de se prendre en charge déjà et de manière à savoir pourquoi il a ces problèmes de mémoire, puisque l'entourage le remarque et l'entourage doit aussi accompagner la personne qui a des troubles de la mémoire, pour lui dire: «Écoute, je pense qu'il vaut mieux que tu consultes parce que ça peut être juste un problème de fatigue, voilà, il faut voir ce qui va pas». Ça peut être un problème de vitamine B, ça peut être, d'autres, problèmes, ça peut être une tumeur du cerveau, ça peut être aussi d'autres problèmes de thyroïde. Donc ça, c'est le dépistage. Mais si on revient Voilà. sur les activités Pour les pour, activités, entretenir. alors on va accompagner les familles et les patients en leur disant de continuer à vivre le plus normalement possible, d'essayer de maintenir toutes les activités qui sont avec les capacités préservées en fonction du stade de la maladie. Il faut maintenir le plus longtemps possible une activité normale, tout en tenant compte bien sûr des capacités préservées, mais aussi des goûts, des habitudes de vie et de l'identité de la personne. Il faut que les patients, que ce soit des Polynésiens, des Chinois, des Français, enfin, peu importe, chaque personne doit être accompagnée du mieux possible, avec un accompagnement spécifique, c'est-à-dire adapté à ce qu'elle est, cette personne. Justement, excuse-moi, je passe à Kylian. Est-ce que tu as des activités, des petites astuces, des petits tips qui t'ont permis d'améliorer un petit peu ta mémoire? Alors moi, ça fait déjà un petit moment que j'utilisais une application de productivité qui s'appelle Notion, Mhm. que je recommande à n'importe qui a envie de s'organiser dans la vie. Et donc, j'ai vraiment fait bon, ce que j'ai appelé de l'hyper-journaling. Donc, D'accord. c'est-à-dire que c'est pas juste du journal, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était du journal, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin, qui j'ai vu aujourd'hui. Et je mettais vraiment plein d'infos. Comme ça, en fait, à la fin de la journée, quand je regardais mon journal, je savais qu'est-ce que je faisais de mes journées ou de mes semaines, quoi. En fait, c'est la petite technique des post-it de l'époque, C'est sauf ça, que cette fois-ci, c'est sur un téléphone. c'est ça. Chantal, est-ce qu'on peut compléter cette réponse? Est-ce qu'il y a des petites astuces comme celle-ci qui peuvent nous permettre d'entretenir un peu plus notre mémoire tous les jours? Oui, tout à fait, il faut continuer des activités, il faut surtout maintenir le lien social aussi, que ce soit avec la famille, des gens à l'extérieur, faire d'activités physiques aussi, c'est très bien. Mhm. Alors ici, bah, beaucoup le chant, la danse, voilà, non, c'est l'activité physique est important. Les activités comme les jeux, que ce soit les jeux de cartes, heu, les Scrabble, enfin toutes ces activités ludiques, qui à la fois maintiennent un lien social et stimulent la mémoire, c'est ça aussi et continuer, si possible de faire des choses nouvelles pour, stimuler là aussi la mémoire.
Hey Harry, en début d'émission, tu nous parlais des différents types de mémoire, mémoire de travail, sémantique, épisodique, procédurelle. Bref, est-ce qu'on travaille différemment ces types de mémoire? Oui, exactement. Il y a différents types de mémoire. En fait, les mémoires, elles sont classées en fonction de leur contenu. Par exemple, ce que j'ai en mémoire 2 plus 2 égale 4 ou faire du vélo, bah, tous les deux sont des connaissances qui se sont automatisées, mais ça ne fait pas appel à la même mémoire. Et puis, à la durée, on parle souvent de mémoire à court terme, mémoire à long terme. Et donc, effectivement, oui, on va les classer en fonction de la durée, en fonction des connaissances qui sont stockées. Et donc, oui, aujourd'hui, en fonction de quel type de mémoire on veut travailler, on peut mettre en place des stratégies de compensation, par exemple, ou encore des entraînements spécifiques pour ce type de mémoire. Parlons Oui, des entraînements, par oui. exemple. Donne-nous un exemple d'un entraînement que tout le monde peut faire à la maison, qui peut justement entretenir, hormis le journaling, hein, comme ce qu'on disait, mais vraiment un exercice que je peux faire tous les jours. Oui, alors une mémoire qu'on a beaucoup besoin, c'est la mémoire à court terme, la mémoire de travail. C'est le fait de garder de l'information pendant quelques secondes et de le manipuler dans sa tête. Et donc, il y a plein d'applications aujourd'hui, même gratuitement sur des téléphones, etc., qui vont justement favoriser l'entraînement de cette mémoire. Et puis, il faut savoir que le cerveau est un peu fainéant et c'est la répétition qui va favoriser cette augmentation en mémoire. Donc, il ne faut pas hésiter à s'entraîner 10-15 minutes par jour et de manière répétée pour augmenter cette capacité de mémorisation. Tout à l'heure, on parlait de stress, de fatigue, etc. Est-ce que l'alimentation ou même la prise de substances, est-ce que ça joue aussi sur la mémoire? Oui, c'est certain. Regardez, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, on sait qu'un régime méditerranéen, par exemple, a des effets protecteurs sur la maladie d'Alzheimer. Tout ce qui va, C'est-à-dire, par exemple, manger un peu plus de poissons, de fruits, des légumes, etc. Finalement, avoir une alimentation saine et nourrir notre corps, parce que le cerveau, ce sont des cellules. Et donc, mieux je vais les nourrir, plus longtemps elles vont bien fonctionner. le sport aussi? Ah oui, l'hygiène de vie en soi, le sport, parce que le sport amène du bien-être, tout ce qui va être de la relaxation, de la méditation, tout état d'apaisement, de bien-être en soi, physique et mental, vont favoriser le bon fonctionnement de notre mémoire. Revenons un petit peu sur les substances, parce que je trouve qu'il est important d'en parler. Euh, En fait, il faut vraiment pas prendre de substances, quelles qu'elles soient, même juste par exemple de la cigarette, c'est pas bon pour la mémoire. En fait, c'est encore une fois l'effet souvent de la répétition qui va amener justement des difficultés. De prendre un verre d'alcool, c'est pas nocif vraiment sur la mémorisation, mais de boire tous les jours, par exemple, il y a des démences qu'on appelle les démences alcooliques, où là, on a tellement pris d'alcool que on a causé des lésions sur le plan cérébral qui vont générer des troubles de mémoire. Donc, un équilibre, la vie, c'est une histoire d'équilibre. Je vois à ma gauche que Jacqueline, tu voulais réagir à ce que vient de dire hier. Oui, alors pour rebondir à ce qu'il vient de dire, c'est connu que pour limiter l'apparition de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, qui sont des maladies neurodégénératives, il y a une hygiène de vie à adopter tout au long de la vie en fait, et notamment les quatre sur les 4 points principaux, donc l'alimentation saine et équilibrée, qui vont apporter des aliments nécessaires au bon fonctionnement du corps, de tout le corps et donc du cerveau. Euh, il a parlé de le régime méditerranéen, qui est un exemple qui est souvent avancé. Et donc, une fois qu'on est quand même malade, qu'on a été dépisté, il est important de continuer à bien se nourrir pour limiter l'évolution, pour ralentir l'évolution des symptômes. Ça, c'était le premier point. Voilà, le premier point. Le deuxième point, c'est l'activité physique régulière, quelle que soit la forme. Voilà, ça peut être même une activité physique à la maison, le jardinage, le bricolage, faire le farapou. L'essentiel, c'est que le corps, voilà, Se dépense. et que cela oxygène les cellules du corps, mais aussi du cerveau. Donc, ça contribue au bien-être mental, au bon fonctionnement du cerveau. Donc, bien se dépenser. Voilà. Deuxième point. Troisième Le point. troisième point, c'est l'activité intellectuelle, continuer à faire travailler son cerveau. Les petits exercices. Voilà, les exercices, même apprendre de la danse, une nouvelle activité artistique aussi, la peinture, tout ce qui peut favoriser le bien-être physique et mental. Et puis maintenir le lien social, c'est un point qui est hyper important parce que le fait de s'isoler physiquement contribuerait à augmenter le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer, parce qu'il n'y a plus d'interaction, parce qu'on sait que les interactions sociales augmentent les échanges, la mémorisation dans les échanges. Et voilà les 4 points principaux. Après, il faut aussi combattre les maladies
facteurs de risque cardiovasculaire qui sont l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, le surpoids et l'obésité, puisqu'on sait que toutes ces maladies, si elles ne sont pas gérées comme il faut, contribueraient aussi à augmenter les Les risques. troubles de la mémoire. Oui. Est-ce que, Kylian, est-ce que tu as suivi ces 4 points justement quand tu as eu tes troubles de la mémoire? Ben, le plus difficile, ça a été le côté social. Parce que le rapport avec l'autre, il est différent quand tu te souviens pas ce que tu viens de dire il y a 2 minutes et que tu te répètes ce genre de choses, quoi. Ou alors que tu vois quelqu'un, tu as oublié que tu l'as vu. Enfin, c'était difficile au départ de revoir des potes, de reprendre contact parce qu'il y a une espèce de honte en fait, hein, finalement, parce que c'est un peu comme si t'es handicapé, hein, finalement. Et mais je me suis forcé un petit peu quand même à voir des gens parce que c'était ça l'un des seuls trucs qui me faisait du bien quand je sortais de l'hôpital, quoi. Donc aujourd'hui, pour cette émission, est-ce que ça va ou tu fais entre guillemets des efforts pour pouvoir te souvenir de tout ce qu'on vient de dire, par exemple? Aujourd'hui, ça va. Il Aujourd'hui, y ça va. a un mois, ça aurait pas été possible. Il y a un mois, je serais en train de me demander qu'est-ce que je fais là. Comment je suis D'accord. arrivé ici. À ce Ouais. point. Donc, Ouais. il y a vraiment une évolution qui va dans le bon sens. Ouais. Est-ce que Chantal, au fur et à mesure où on vieillit, les souvenirs disparaissent obligatoirement? Ou est-ce que c'est quelque chose, comme on le dit depuis le début, qui peut Ça s'entretenir? peut s'entretenir, tout à fait, oui. C'est le rappel, la répétition, le fait de rechercher dans les activités, le lien social, justement, ça va permettre de revoir des photos, des films, des vidéos et d'entretenir cette mémoire. Et comment est-ce qu'on accompagne, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on accompagne quelqu'un qui a des troubles de la mémoire, on vient vous voir, on l'a dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres aides disponibles en Polynésie française? Alors bon, après, on travaille avec Polynésie Alzheimer. Mhm. On adresse les patients pour le suivi et c'est selon Gravité des cas? voilà, selon la gravité, pour des gens qui ont perdu toute autonomie, ça peut être très difficile aussi pour les familles, pour les aidants et il y a de la fatigue et c'est pour ça qu'on est aussi toujours en recherche de familles, d'aide, heu, pour prendre un peu le relais par rapport aux familles lorsqu'elles sont démunies et insuffisamment nombreuses à la maison pour prendre en charge les HRI, on gens qui l'a peuvent plus rester seuls, pardon. HRI, on l'a vu avec Kylian, donc un trouble de la mémoire n'est pas définitif, il se travaille. Est-ce que c'est la même chose aussi pour Alzheimer? En fait, tout dépend de l'origine de ce trouble de la mémoire. Si c'est des difficultés de mémoire en lien avec le sommeil, ben, si on tend à réguler et à augmenter la qualité du sommeil, la mémoire va s'améliorer. Euh, L'avantage, c'est que le cerveau est un organe qui se modifie par la stimulation. Alors, l'inconvénient dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a une dégénérescence des neurones. Et donc, non, la mémoire va diminuer progressivement avec l'évolution de la maladie. Mais la stimulation, encore une fois, ralentit cette évolution. Quand il y a d'autres causes, comme une lésion cérébrale, une tumeur cérébrale, ben, le fait de répéter va souvent permettre de récupérer cette fois, parce que derrière, il n'y a pas une dégénérescence des neurones. Et oui, Chantal, tu voulais Oui, réagir? on sait maintenant que pour la maladie d'Alzheimer également, il y a une participation inflammatoire au niveau du système, nerveux central et ce que disait Jacqueline tout à l'heure, l'importance de l'alimentation, pour réduire aussi la part d'inflammation. C'est-à-dire que les gens qui ont une alimentation qui est que de la malbouffe ou que des aliments transformés, entraînent une inflammation au niveau intestinal, une perméabilité et il se produit après la même chose au niveau cérébral. Donc quand on corrige ça, on peut encore, ou ralentir, arrêter, voire dans certains cas réverser, la maladie. Et Jacqueline, pour Ouais. terminer l'émission? Alors, pour revenir à l'accompagnement des patients, donc au tout début de la maladie, les patients ont besoin de stratégies d'adaptation, donc pour vivre, s'ils vivent seuls surtout. C'est-à-dire, il faut leur donner, il faut les accompagner pour qu'ils aient des moyens de mémoriser leurs rendez-vous, leur prise de médicaments, qu'ils pensent à faire des courses, qu'ils pensent à manger, parce que ça, c'est au début. Mais c'est surtout toujours par rapport à la mémoire, hein, parce que la maladie d'Alzheimer va aussi concerner des problèmes autres que la mémoire qui sont importants, tout aussi importants. Et pour revenir à la mémoire, donc à un stade modéré à avancé de la maladie, la mémoire des connaissances et de tout ce qui a été appris tout au long de la vie, cette mémoire va tendre à disparaître également. Et vers la fin, donc il faut accompagner les patients par des activités comme de stimulation, on va dire, de réminiscence de la mémoire. C'est un terme qui est employé pour dire, par exemple,
pour faire du bien aux patients. Si on cherche une activité, c'est par exemple sortir un album de photos familiales pour que les souvenirs anciens de bons moments passés et des personnes qui ont compté dans la vie de la personne puissent lui procurer du bien. On voit aussi des fois des animaux de compagnie C'est qui peuvent ça. leur rappeler les animaux de compagnie qu'ils ont eu pendant C'est leur ça. enfance. Les animaux de compagnie qui peuvent les accompagner, qui vont faire du bien aussi au trouble de l'anxiété, parce qu'il y a de l'anxiété et du stress. En fait, chaque symptôme de la maladie, pour chaque symptôme, il y a des groupes d'activités qui sont recommandés. Donc, ça peut aussi être des activités artistiques qui font du bien, la danse, la musique. On sait que tout ça peut le faire du bien. L'idée, c'est pas seulement de stimuler la mémoire, de retrouver quoi que ce soit. L'idée, c'est de les accompagner pour du bien-être, pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie, qu'ils soient heureux. L'idée, c'est vraiment de les accompagner jusqu'à la fin de la vie avec beaucoup de bonheur. Ça, c'est possible si on apprend à savoir accompagner chaque trouble. Et surtout, si on apprend, enfin en tout cas, si on diagnostique C'est ça. ces troubles-là, justement, pour plus de renseignements, il y a le centre de la mémoire du CHPF, le chpf.pf. Il y a aussi Polynésie Alzheimer, donc voici leur page Facebook avec leur numéro de téléphone, le 87 35 50 19, et le mail polynésie.alzheimer2@gmail.com. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci, Merci beaucoup. C'est la fin de votre émission. On se retrouve demain. Bonne semaine à tous et bonne soirée à 18h. Votre VATT Maruru Itotato Faririr a Trahoma Parhiana.